Lorsque Vladimir Poutine accueille Henry Kissinger à l'aéroport, il est un peu impressionné par le monument d'histoire qu'il a devant lui. Mais, curieux de tout, Kissinger cuisine ce jeune trentenaire que son ami Sobchak, gouverneur de la ville, s'est choisi comme assistant. Les deux hommes se découvrent deux points communs, qui, selon Poutine, vont se transformer en une longue amitié. Ils parlent couramment l'allemand, ce qui leur permet de se passer de traducteur, et ils ont été espions en Allemagne. Tous les hommes de qualité ont commencé dans le renseignement, précise Kissinger. Lui, c'était au CIC, le contre-espionnage de l'armée américaine, pour lequel il fit ses premières armes d'administrateur, gérant avec doigté la dénazification des zones dont il avait la charge, récupérant tout ce qui pouvait être utile avec un pragmatisme qui sera sa marque de fabrique sa vie durant. Comme théoricien d'abord, il développe l'idée de riposte graduée plutôt que de destruction massive en cas d'attaque nucléaire. Pour lui, la guerre est l'ennemi du monde entier. Il le met en pratique sous Nixon, négociant la première réduction des armes nucléaires avec Léonid Brejnev. En parallèle, il rencontre les Chinois, brouillés avec les Soviétiques. Zhou Enlai s'occupe de l'étranger, Mao Tse-tung de l'intérieur. Si Mao n'est jamais sorti de Chine, Zhou et son adjoint Deng Xiaoping ont fait leurs études en France, et puis un peu à Moscou pour Deng et à Tokyo pour Zhou. Le programme franco-chinois qui finance leurs études est plutôt nationaliste. Il faut former les élites qui moderniseront le pays. Plus âgé, Zhou Enlai a déjà lu Marx en japonais lorsqu'il arrive à Montargis. Ce n'est pas le cas des 4000 autres étudiants chinois qui, comme Deng, ne seront mis au contact du communisme que par un coup du sort. Dans l'après-guerre, les prix s'envolent et les convulsions chinoises réduisent leurs bourses. Ils doivent travailler pour vivre, et ce sont les syndicalistes de la CGT qui accueillent ces jeunes dans les usines. Du coup, ils fondent à Paris ce qui deviendra le Parti communiste chinois. Le Vietnamien Ho Chi Minh s'implique fortement et joue même un rôle au congrès de Tours avant d'être appelé à Moscou par le Comintern. Deng est lui aussi reçu à Moscou, mais les soviétiques restent méfiants. La situation chinoise est confuse. Nationalistes et communistes s'allient puis se brouillent, puis s'allient et le pays fourmille d'espions. Berlin appuie le Kuomintang nationaliste qui reçoit argent et conseils du fameux Nachrichtenstelle für den Orient nazi. Mais, en 1937, l'allié japonais attaque la Chine et Berlin abandonne Chiang Kai-shek qui appelle au secours Washington. Les États-Unis de Roosevelt envoient une aide officieuse mais bien réelle sous forme d'argent, de matériel et surtout d'une escadrille d'aviateurs engagés à titre privé, les fameux Tigres volants. Dès l'attaque japonaise, communistes et nationalistes signent un nouveau pacte d'alliance contre l'envahisseur étranger. Les soviétiques fournissent des armes à Mao Tse-tung, puis après quelques escarmouches frontalières, signent un pacte de non-agression avec Tokyo qu'ils respecteront jusqu'en septembre 1945, n'attaquant le Japon qu'un mois avant la fin de la guerre. Du coup, ils cessent toute aide au Parti communiste chinois qui ne reçoit plus de soutien que des Américains. Roosevelt soutient autant les hommes de Chiang Kai-shek que ceux de Mao. Ce pragmatisme loyal envers les alliés efficaces rencontre celui du chef des commissaires politiques de l'armée maoïste, Deng Xiaoping, qui répète volontiers « qu'importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape les souris ». C'est donc avec Deng, depuis peu aux affaires étrangères, que Kissinger prend contact pour essayer de mettre fin à la guerre du Vietnam. En échange de l'ouverture de l'immense marché chinois aux productions américaines, à commencer par des Boeing, l'homme de Bilderberg vend deux choses. D'abord un centre d'écoute hyper sophistiqué qui permet d'ausculter les intentions du grand voisin soviétique dont Mao se méfie comme de la peste, les informations recueillies étant partagées. Et puis, le Vietnam offert sur un plateau à Pékin avec l'Indochine, Hong Kong et Macao, sans oublier Taïwan, à condition que la Chine ne s'en empare pas par la force et laisse faire le temps. La géopolitique de Kissinger est une logique de bloc avec un centre fort dominant son précaré. Washington dans les Amériques, Pékin en Asie du Sud-Est. Sauf que Moscou, entre-temps, a perdu son précaré et veut le reconstituer.